Alors, je remercie Emma Nezat d'être parmi nous ce matin, donc directeur général de Capgemini. J'ai eu l'honneur moi-même de faire partie du conseil d'administration de Capgemini pendant un certain nombre d'années. C'est une grande et belle société. Alors, cher Eman, on va essayer de balayer, de ratisser assez large pour lancer la discussion. Je vais te demander de dire quelques mots sur l'idée du numérique comme une véritable révolution industrielle qui est peut-être en fait une super révolution numérique, et peut-être aussi de dire quelques mots sur l'intelligence artificielle comme révolution dans la révolution. D'accord. Bonjour, merci de m'accueillir. Donc sur le fait que ce soit une révolution équivalente à la révolution industrielle, oui, on a une révolution numérique. Il y a toutes les règles qui changent, les règles de la concurrence. Ce qui est important pour un consommateur est en train de changer. Le produit physique a de l'importance, mais ce que le consommateur valorise de plus en plus, et c'est pourquoi il est prêt à payer, c'est l'intelligence, c'est la partie digitale. On regarde les valorisations de sociétés aujourd'hui, vous avez les fameuses quelques sociétés aux États-Unis qui représentent plus de 17 ou 20% de la valorisation du S&P. Donc la valeur est de plus en plus créée au niveau du digital. On regarde une voiture, ce que c'est une voiture et comment elle est en train d'évoluer, et qu'est-ce que un client va valoriser dans une voiture est en train de fondamentalement changer. Le logiciel devient une partie très importante et un coût important du développement et de la compétitivité de la voiture dans le futur. Donc, toutes les règles du jeu, d'une certaine manière, sont en train de changer. Et c'est ça qui change. C'est pour cela qu'on parle d'une révolution digitale. De la même manière, on peut considérer qu'un développeur logiciel ou un analyste de données, ça devient l'ouvrier de la révolution digitale. C'est ça qui est en train de changer, fondamentalement. Donc on est en train de basculer d'un monde physique à un monde qui converge entre un monde physique et un monde digital. Et tout est en train de changer au niveau des entreprises, des États, du fonctionnement. Enfin, en fait, c'est plus qu'une révolution industrielle. Il ne faut pas faire de l'histoire, mais enfin, c'est l'histoire de ce qu'on appelle la révolution industrielle, différentes révolutions industrielles. Et est-ce que ce n'est pas beaucoup plus qu'une révolution industrielle? Je dis ça parce qu'en termes de changement sur la société, sur les comportements, etc., il me semble que c'est tout de même beaucoup plus que tout ce qu'on a connu depuis la, entre guillemets, révolution industrielle. Sur la partie sociale, oui, absolument. Ouais. Absolument. C'est une révolution qui va au-delà de ce qu'a amené la révolution industrielle sur l'évolution des sociétés et des interactions, notamment entre les gens. Alors, l'IA, l'intelligence artificielle au sein de la révolution numérique, est-ce que ce n'est pas aussi une révolution en soi? Oui, et comme le reste de la révolution digitale, l'IA n'est pas nouveau. Je pense que l'IA est devenue grand public avec ChatGPT, mais l'IA n'est pas nouveau. L'IA existe depuis des dizaines d'années. C'est des bases statistiques en termes de réflexion. Donc l'IA est là depuis très longtemps. Maintenant, elle prend de plus en plus d'importance. Pourquoi? Parce que les capacités de calcul et notamment de gestion des données deviennent exponentielles. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à gérer ces données d'une manière beaucoup plus efficace et gérer des quantités de données exponentielles, d'où l'applicabilité de l'IA devient plus importante. Mais le concept de l'IA n'est pas nouveau, y compris le concept de l'IA générative. Le concept de l'IA générative, c'est le fait de pouvoir, justement, pas uniquement gérer des données, mais aussi du texte, de la voix, de la vidéo, et de pouvoir gérer ça. Donc c'est en train de changer. Pourquoi? On considère que l'IA, c'est le nouveau pétrole, etc., ainsi de suite. Mais en fait, c'est la donnée. C'est derrière comment on arrive à exploiter les données pour améliorer les décisions, accélérer les cycles d'innovation, pouvoir augmenter l'efficacité des entreprises. C'est ça qui est en train de changer. Accélérer l'éducation, c'est ça qui est en train de changer avec l'IA. C'est une vraie révolution. Pourquoi? Parce que les capacités de calcul qui existent aujourd'hui et de gestion des données nous permettent de faire des choses qui étaient absolument impossibles à concevoir, même il y a 10 ans. Alors, sur l'IA, et en particulier l'IA générative, on voit bien que le grand public, et peut-être même un peu plus que le grand public, a été surpris de découvrir ChatGPT et ses miracles. Et du coup, ça a fait fantasmer tout le monde. Et la question, évidemment, qui se pose, qui est un peu socialo-politique, c'est est-ce que, du coup,
on ne s'est pas mis à attendre trop de l'intelligence artificielle, en particulier dans le monde des entreprises, comme si brutalement on allait tout changer, améliorer, transformer grâce à l'IA générative. Autrement dit, c'est la question des réalités par rapport aux attentes. Absolument. Donc, on a eu, on va appeler ça, j'utilise l'anglicisme, le hype cycle de l'IA. Au début de l'année dernière, les gens ne parlaient que d'IA et tout le monde disait que ça allait complètement tout changer à très court terme. La réalité, c'est qu'il y a une différence entre l'adoption technologique et le temps que ça prend en termes d'adoption et le potentiel de la technologie. Donc, le potentiel de l'IA et l'IA générative existe. Par contre, le temps d'adoption est beaucoup plus lent. Pourquoi? Parce qu'il faut faire changer des processus, des modes d'organisation, des réflexes, comment les gens travaillent. Et ça, on peut développer tous les modèles qu'on veut. Derrière, inculquer ça dans un être humain et faire changer les réflexes qu'il a, c'est autre chose. Donc, ça prend beaucoup plus de temps en termes d'adoption, mais ça, c'est la réalité de toute technologie. Est-ce que tu peux donner quelques exemples? Parce qu'à Capgemini, vous avez pas mal d'expérience, c'est ça? Non, donc nous, les exemples, donc, il y a eu beaucoup de... Ce qui a accéléré fortement, en fait, ce concept de hype au niveau de l'IA générative notamment, c'est la productivité en termes de service client. D'accord? Les fameux centres d'appel où tout le monde a pu faire, grâce à des agents plus intelligents, à travers l'IA générative, de pouvoir automatiser beaucoup plus les centres d'appel. Et ça a créé ce hype de dire « mais je peux faire ça partout ». En fait, non. Ce qui s'appliquait à ce centre d'appel, on arrive à avoir de la productivité rapidement, ne peut pas s'appliquer ailleurs. Maintenant, quand on regarde les applications de l'IA, il y a beaucoup d'assistants. Donc, il y a des assistants en termes de vente, même dans une usine, il y a des assistants aux opérateurs qui permettent de dire quelle serait la meilleure prochaine décision en fonction du contexte actuel. Donc, il faut toujours penser au concept que le concept de ce qu'on appelle HIL, Human in the Loop, est toujours important. Ce sont des assistants. Donc, ils ne décident pas à la place de l'opérateur. Par contre, ils lui suggèrent des options en termes de décision. Et donc, beaucoup d'assistants, de vente, de services clients, dans beaucoup d'endroits, dans les entreprises. Un des endroits où on voit beaucoup d'avancées potentielles, c'est dans la R&D, notamment au niveau de la pharma. Donc, le fait de pouvoir réduire le cycle de développement, de pouvoir anticiper plutôt qu'une molécule ne permettra pas d'avoir les impacts auxquels on s'attend, de l'arrêter plus tôt, et derrière de pouvoir réduire le cycle, ce fameux cycle entre la découverte de la molécule, le fait qu'on puisse mettre un médicament sur le marché de 10 ans, de pouvoir réduire ce cycle, ça c'est tout à fait possible, et là-dessus, l'IA générative et l'IA ont un impact important, et on voit des avancées concrètes sur le sujet. Et tu peux donner un exemple aussi, au contraire, d'échec, enfin, c'est-à-dire de fausses pistes? Écoutez, les fausses pistes, c'est tout ce que les gens ont essayé de faire au niveau de productivité. Moi, je pense que les rapports, y compris, pour être franc, le FMI et autres, qui ont mis des rapports absolument dramatiques sur le fait que 400 millions d'emplois allaient disparaître à cause de l'IA générative, etc., c'était complètement alarmiste. Et en fait, ça a un effet très négatif, puisqu'en fait, tous les gens ont eu très peur. Et donc, dans les entreprises, quand les gens parlaient d'IA générative, c'est « je n'en veux pas », parce que ça veut dire que mon job n'existe plus demain. Et tout ça, ça a été beaucoup trop alarmiste en termes d'anticipation. Et évidemment, on voit qu'au bout de 2 ans, on n'a pas du tout les niveaux de productivité anticipés. D'ailleurs, ça c'est très intéressant parce que si on regarde historiquement la question du rapport entre l'emploi et le progrès technologique, il y a toujours eu des alarmes extrêmement précoces. Je pense, la machine à vapeur, le chemin de fer, tout ce qu'on voudra, et ça a toujours été démenti jusqu'ici. Ça prend plus de temps. C'est-à-dire qu'il ça prend plus de temps. Voilà, il y a une valeur ajoutée qui arrive, mais qui prend beaucoup plus de temps, parce qu'on travaille à travers l'être humain. C'est pas une machine. Donc l'éducation, etc. Bien sûr, bien sûr. Oui. Alors, toujours sur l'intelligence artificielle, il y a évidemment une demande de plus en plus grande chez un certain nombre de gouvernements et de régulateurs, etc., de réguler l'intelligence artificielle. Alors, je crois que c'est un sujet sur lequel aussi tu as beaucoup réfléchi. On est impacté par ce qui se passe, évidemment. Et en fait, l'idée, il faut trouver le bon équilibre entre protection des citoyens et innovation. Et le principe que j'ai, c'est qu'on essaye de réguler l'utilisation des technologies
mais pas la technologie elle-même. Or, quand on voit les divergences qu'il y a en termes de philosophie, entre les Américains qui sont allés sur des concepts en disant voilà ce qu'on recommande de faire, et les Européens qui régulent à travers l'IA Act. Et notamment, l'IA Act régule le développement de la technologie. Et ça, c'est très dangereux, évidemment, puisqu'en fait, c'est ça qui tue l'innovation. Deuxièmement, essayer de réguler quelque chose qui est nouveau, qu'on ne comprend pas, je trouve ça dangereux. Je t'avais cité l'exemple. Je pense que si on approchait le nucléaire comme on approche l'intelligence artificielle, on n'aurait jamais d'énergie nucléaire. Donc on est en train de surréguler quelque chose qu'on ne comprend pas et à la source. Donc on est en train de tuer l'innovation technologique. Nous, c'est qui? C'est les Européens particulièrement, j'imagine. C'est les Européens. Oui, par opposition. Les Chinois ne régulent rien, voilà. D'accord? Donc on peut tout faire en Chine. Les Américains, ils donnent des guidelines, mais ils en laissent. Donc la Californie risque de basculer dans le camp européen. Donc je pense qu'en plus, tout ça, ça devient très disparate à travers le monde. Donc en fait, pour une entreprise, pour fonctionner, si elle a des modèles d'IA, s'ils sont en Europe ou aux États-Unis, ils n'ont pas du tout les mêmes règles de fonctionnement. Donc ça devient cauchemardesque en termes de fonctionnement. Et le risque qu'on a, c'est que toute l'innovation parte à l'étranger parce que les startups, les boîtes trouvent que c'est trop compliqué de fonctionner en Europe. J'aimerais qu'on reste une seconde. Tu viens de dire la Californie risque de basculer dans le camp européen. Tu peux développer un peu ça? En termes de régulation. Donc, il parle de réglementation qui serait similaire à des réglementations européennes en termes de protection des données et utilisation de la technologie, réglementation de la technologie, etc. Là, c'est au niveau de l'État californien. Au niveau de l'État californien, tout à fait. D'accord. Alors, on continue à balayer un peu l'ensemble du sujet. Alors, on parle aussi de plus en plus de souveraineté, les rapports entre le numérique en général, l'intelligence artificielle en particulier, et la souveraineté. Alors, il n'y a pas besoin d'être génial pour comprendre qu'il peut y avoir une contradiction potentielle, puisque d'un côté, qui dit numérique ou digital dit que ça se balade à travers toutes les frontières, ça franchit tous les obstacles. Donc la souveraineté, technologiquement, ça suppose de pouvoir ériger des barrières. Alors, est-ce que tu veux développer un petit peu ça? Alors, franchement, il y a un vrai problème là-dessus, puisqu'en fait, quand on parle de souveraineté technologique, la souveraineté technologique démarre aux semi-conducteurs. Et avant le semi-conducteur, c'est les matériaux. Absolument. Donc, personne ne contrôle toute la chaîne de valeur. Personne ne peut contrôler toute la chaîne de valeur. Par contre, comme on le voit, il y a des tentatives, notamment les Américains qui essaient de limiter certains nombre de semi-conducteurs ou de technologies d'aller vers la Chine pour ralentir le développement de l'industrie de défense chinoise. Mais tout ça, les Chinois de l'autre côté sont en train de bannir l'exportation de certains matériaux qui sont nécessaires pour le développement des semi-conducteurs. Donc, on va tourner en rond. Et donc, la question au niveau souveraineté, c'est de trouver le bon équilibre, mais aussi accepter que la souveraineté technologique absolue n'existe pas. Je vais prendre un exemple là-dessus, c'est le cloud, le fameux cloud. Et donc en Europe, on a dit qu'il faut une souveraineté là-dessus. La réalité, c'est quel niveau de souveraineté? Évidemment, si on parle de système de défense, on veut toute la souveraineté sur la technologie, sur la cyber, sur les données, sur tout. Donc on pourra développer des systèmes européens qui seront beaucoup moins, on va dire, sophistiqués, mais qui répondront aux besoins dont on a besoin pour la partie défense. Par contre, pour certaines utilisations publiques, on n'a pas besoin de souveraineté technologique. Pour des entreprises, on a besoin de souveraineté sur les données. Donc, il faut définir les niveaux de souveraineté et pouvoir trouver les solutions qui correspondent à la souveraineté dont on a besoin. Et ça dépend de l'application qu'on a. Et c'est là où je pense qu'il y a une confusion, c'est que les gens parlent de souveraineté absolue et celle-là n'existe pas. Donc la question, c'est de bien définir quels sont les niveaux de souveraineté dont on a besoin et quelles sont les solutions qui répondent à ces niveaux de souveraineté technologique. Alors cette distinction, effectivement très frappante, elle n'est pas comprise par tout le monde, au fond, c'est ce que tu es en train de dire.
On essaye d'éduquer, mais ça prend du temps. Ah oui. Est-ce qu'il est d'ailleurs dans les institutions actuelles, formelles ou informelles, de la gouvernance mondiale, est-ce qu'il y en a qui soit comprennent un peu, se préoccupent, on va dire, intelligemment de cette question, ou au contraire, qui s'en occupent bêtement? Alors, il y a des discussions au niveau global, mais certains, c'est des dialogues de sourds. Donc, les gens parlent, mais la question aussi, à travers le temps, moi je parle de nos clients et d'une entreprise, c'est à travers le temps. Quand je prends des décisions de développement au niveau technologique ou de localisation de certains aspects ou de données ou de modes de fonctionnement, si la réglementation n'arrête pas de changer, je m'excuse, on devient chèvre. Donc le problème, ce n'est pas uniquement quelle réglementation et quels accords, c'est la stabilité de ces accords à travers le temps. Alors sur cette question, donc, tu l'as déjà abordé, la question des données. Alors effectivement, les données, ça veut dire échange de données. Ça veut dire que la vie économique implique de facto le franchissement des frontières, etc. Alors si on essaye d'approcher un peu philosophiquement, et politiquement cette question-là, comment peut-on réconcilier l'inconciliable entre cette nécessité économique de l'échange des données et cette nécessité cas par cas, au fond, de la régulation? Je pense qu'il y a des régulations, notamment les points sensibles, mais ce n'est pas uniquement le seul, c'est au niveau des données personnelles. Donc je pense que des régulations comme la réglementation comme la RGPD, je pense que c'était une bonne avancée en termes de protection des données personnelles et je pense que c'était important, sinon les abus pouvaient vraiment être excessifs en termes de à quoi on pouvait utiliser les données et qu'est-ce qu'on allait en faire. Donc ça c'est une partie en termes de réglementation où je pense qu'il faut arriver à protéger un certain nombre de données. Évidemment, les entreprises aussi cherchent à protéger leurs données sensibles, leurs propriétés intellectuelles, etc. D'un autre côté, si on n'autorise pas l'échange de données, on ralentit beaucoup le développement économique. Donc il y a des succès, comme ce qui a été fait au niveau de l'Europe sur quelque chose comme Catena X, donc au niveau de l'industrie automobile, c'est quelque chose qui s'est bien passé. D'un autre côté, je pense par exemple, il y a beaucoup de données au niveau médical qui ne circulent pas, qui pourraient aider à améliorer tout ce qui est diagnostic, tout ce qui est recherche médicale, etc. Mais certaines entités, y compris des entités gouvernementales, refusent de partager ces données avec, par exemple, avec les instituts de recherche. Or, ceci, évidemment, ralentit, ça c'est contre-productif, puisque ça ralentit, évidemment, le développement économique, la recherche et le fait de trouver des solutions à des problématiques de notre société. Alors, toujours sur ces questions de souveraineté, d'enjeux géopolitiques, etc., un aspect majeur, peut-être même l'aspect majeur aujourd'hui, c'est l'aspect cybersécurité. On voit bien d'ailleurs que la cybersécurité, si on prend tous les conflits qu'il y a actuellement dans le monde, en particulier en Europe, l'Ukraine, la Russie, etc., la cybersécurité a presque changé, sinon de nature, de niveau. C'est devenu... Alors, est-ce qu'on peut dire quelques mots justement de l'évolution de la problématique de la sécurité par rapport à ces enjeux de souveraineté qu'on vient d'évoquer? Bien sûr. Alors d'abord, la cyber, c'est un risque systémique, donc qui ne va jamais disparaître, et qui a une évolution constante. En fait, c'est un équilibre entre attaquants et défenseurs. Donc si les attaquants deviennent plus sophistiqués, il faut apprendre à mieux se défendre. Et donc ce qu'il faut, c'est anticiper les évolutions des attaquants pour arriver à prévenir, justement, se retrouver en échec par rapport à des attaquants. Je pense que la cybersécurité, ce n'est pas uniquement une cybersécurité, ce n'est pas uniquement une question des hackers, puisqu'en fait, ça joue beaucoup de rôles, c'est aussi des questions d'État. Donc les États s'attaquent les uns les autres en termes de cyber aussi. Donc il y a les entreprises, il y a les individus et il y a les États. Et je pense que c'est assez différent. Je pense que les entreprises ont beaucoup évolué. Moi, je regarde un peu au niveau du panorama de sociétés avec lesquelles on travaille. Sur les 5 à 10 dernières années, une évolution majeure sur la cybersécurité et la protection des entreprises. Il y a des avancées aussi en termes de concept, de comment on arrive à se protéger.
avec des concepts comme Zero Trust en termes de cyber. Donc c'est des concepts qui avancent, qui permettent petit à petit de réfléchir pas uniquement en termes de défense pure, mais aussi comment on s'organise au niveau interne de façon à faire en sorte que quand quelqu'un pénètre, il peut uniquement aller dans un endroit, qu'on arrive à identifier où est la personne indépendamment des modes de protection qu'il utilise. Donc il y a beaucoup de choses qui évoluent de ce côté-là en termes de sophistication, mais en même temps, les attaquants deviennent de plus en plus sophistiqués. Et surtout, les attaquants États sont les plus sophistiqués. Et on en parle beaucoup, évidemment, les pénétrations des choses au niveau des systèmes, par exemple, de transmission électrique, etc. C'est évidemment très dangereux si on arrive à pénétrer là-dedans. Et si on projette dans le futur une voiture, parce qu'une voiture, ça va être une plaque logicielle qui va être connectée. Les avions. Les avions. Donc on pourrait, si on interfère dans la voiture, on pourrait créer des accidents artificiellement. Donc avec un monde qui devient de plus en plus connecté, de plus en plus digital, en fait, les problèmes de cyber deviennent exponentiels. Évidemment, tout le monde pense à la prochaine révolution, qui est la révolution quantique. Il est évident que, je dirais, on est aujourd'hui en termes d'évolution cyber incrémentale. Les attaquants évoluent, les défenses évoluent, les attaquants évoluent. Le quantique, c'est une évolution majeure qui fait que toutes les règles de cryptographie qui existent aujourd'hui ne serviront plus à rien. C'est comme soudain, il n'y a plus de défense. Donc, je dirais la bonne nouvelle, c'est que les ordinateurs quantiques ne sont pas encore prêts. Il y a quelques applications qui commencent, mais ils sont très instables. Donc, on a encore quelques années devant nous. Par contre, il faut commencer à anticiper. Mais ça viendra. Ça viendra. Ça, on est quasiment sûr. On n'est jamais sûr jusqu'à ce que ça se passe. Ça progresse. Ça progresse. Fais la comparaison avec la fusion nucléaire, par exemple. La fusion nucléaire, ça va... Non, c'est beaucoup plus évolué que la fusion nucléaire. C'est beaucoup plus évolué. Ouais. Donc là, on parle de 2029-2030, on ne sait jamais, ça peut toujours être repoussé. Par contre, aujourd'hui, on peut développer des algorithmes qui simulent des attaques quantiques qui permettent de commencer déjà à anticiper et à organiser les défenses. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est attendre que le quantique soit prêt pour commencer à se défendre. Ça va faire de l'an 2000. Hein. C'est-à-dire que soudain, tout le monde va devoir faire ça en très peu de temps et évidemment, on n'y arrivera pas. C'est pas drôle, ces perspectives. Sur la cyber, voilà, c'est vraiment l'inconnu. C'est un vrai risque systémique qui existe toujours, hein, qui ne disparaîtra jamais. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment beaucoup travailler là-dessus. Il faut continuer, ça reste une des priorités en termes d'investissement pour la plupart des grandes entreprises. Hein. Alors je voudrais passer maintenant à une question un peu plus géopolitique. C'est un sujet qui était très cher, on a eu l'occasion d'en discuter plusieurs fois. C'est que quand on parle numérique, industrie numérique. Peut-être d'ailleurs, je fais un tout petit flashback là, après, je reste sur la question cybersécurité, etc. Il y a les États, mais il y a aussi les entreprises, mais aussi le rapport entre les deux. Bon, les États-Unis, de ce point de vue-là, ont toujours été quand même assez forts. Bon, à partir de Eisenhower, on a parlé du complexe militaro-industriel. Aujourd'hui, on peut parler quand même d'un complexe militaro-numérico ou digitalo-industriel. Alors, il y a des États qui sont très forts. Les États-Unis sont très forts pour ce genre de choses, mais il y a des États moins importants qui le sont aussi. On peut imaginer Israël, par exemple. Et Israël est un État extrêmement avancé sur ces questions. Mais je pense intelligence artificielle. Pardon ? En cybersécurité et en intelligence artificielle. Et dans l'intelligence artificielle, mais on peut dire aussi, par exemple, la Russie ou l'Ukraine. D'ailleurs, ce sont la Russie, l'Ukraine, l'Iran. Voilà, sans offenser personne, les Ukrainiens et les Russes ont en commun d'avoir été soviétiques, donc ils ont un peu les mêmes pratiques et les mêmes manières de se débrouiller, etc. Et effectivement, l'Iran, etc. Alors, cet aspect justement numérico-militaro-industriel, est-ce que nous, en Europe, on a fait des progrès? On est plutôt bon. On est plutôt bon. Je pense qu'il y a déjà au niveau de la plupart des États, il y a des entités comme l'ANSSI, déjà pour la défense des sociétés. Il y a aussi évidemment toute la partie État et militaire qui existe. Et là, les gens se parlent. Donc, en Europe en général? Oui, bien sûr. Mais y compris entre les entreprises. Il y a des systèmes comme le CERT, d'alerte entre les entreprises. C'est-à-dire quand quelqu'un est attaqué, il fait passer l'information sur le type d'attaque qu'il a reçue, si elles sont nouvelles, etc. Donc l'information circule à la fois entre les entreprises et entre les États. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est plutôt bien. Est-ce qu'on est les plus sophistiqués? Je ne sais pas, mais en tout cas,
je pense qu'on a un bon système de fonctionnement y compris sur le plan inter-État. y compris sur le plan du soutien financier, etc. Alors, soutien financier, là, c'est un peu différent. Là, c'est par État. Il y a des choses au niveau européen. Par contre, sur la communication, sur les attaques et les défenses et qu'est-ce qui se passe et échanger l'information, ça se passe plutôt bien. Alors, je reviens à la question sur laquelle je suis revenu en arrière. Bon, on parle toujours, quand on parle du numérique, digital, etc., au sens large, on dit toujours, bon, il y a deux géants, les États-Unis, la Chine, et assez curieusement, on ne parle pas tellement de l'Inde. Et l'Inde, évidemment, d'un côté, apparaît comme le pays du numérique, dans le sens très large. Bon, Capgemini a un engagement considérable en Inde. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'Inde? L'Inde n'est pas le plus évolué en termes de technologie numérique, c'est-à-dire en termes d'innovation. La Chine et les États-Unis sont beaucoup plus évolués de ce côté-là. Par contre, la capacité en termes de travailleurs numériques est en Inde. Juste pour avoir des chiffres en tête, l'Inde produit 1,5 million d'ingénieurs par an. Donc plus que la Chine. Juste pour avoir des idées en termes de comparaison, les États-Unis, c'est 250 000, la France, c'est 37 000. La seule ville de Chennai, en Inde, produit plus d'ingénieurs que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne réunis. Donc, c'est ça la vraie statistique. Donc, en fait, la capacité, aujourd'hui, pour faire évoluer le numérique, pour pouvoir développer ces logiciels, pour pouvoir les maintenir, etc., elle est en Inde. C'est au niveau de l'IT, c'est au niveau de l'ingénierie, et c'est aussi au niveau de la gestion. La plupart des entreprises globales dépendent de l'Inde pour fonctionner. Les banques américaines, si demain il y a un problème en Inde, les banques américaines s'arrêtent de fonctionner. Donc tout le backbone de la plupart des grandes entreprises, ça varie un peu, mais en tout cas dans le monde occidental, la plupart ont un pied en Inde et dépendent de l'Inde pour pouvoir fonctionner. Donc de ce fait-là, l'Inde est d'une certaine manière un risque systémique que tout le monde a accepté. Mais aussi, c'est parce que là qu'on a non seulement la capacité au niveau ingénieur et intellectuel, mais aussi on a les coûts qui permettent de faire des investissements massifs à un coût plus raisonnable. Et ça, c'est certainement une dimension qu'on sous-estime dans les discussions en général sur l'interdépendance en matière numérique. Alors, le temps passe à toute vitesse, on essaie d'aller vite, mais enfin, il y a deux sujets encore qu'on voulait aborder. Si tu peux en dire quelques mots. L'un, c'est le numérique, le rapport entre le numérique et la transition énergétique. Il y a un double aspect. Comment est-ce que le numérique peut aider, faciliter la transition énergétique? Puis quand même aussi un mot sur le numérique en tant qu'énergétivore majeur. Je crois que ce sont deux domaines liés. Donc il y a les deux cas. Il est bien évident que le numérique a un impact négatif en termes de carbone, notamment à travers les centres de calcul, mais pas uniquement. Hein. Tous les téléphones, etc., les ordinateurs, le recyclage en fait est assez faible. Donc en fait, a une empreinte carbone assez négative. Mais je pense que le risque aujourd'hui auquel les gens font le plus, dont les gens parlent le plus, c'est les centres de calcul. Ouais. Notamment à travers l'IA et l'IA générative qui est encore plus énergivore, en fait, les consommations d'électricité vont augmenter massivement. D'un autre côté, le numérique, c'est aussi ce qui aide dans cette transition énergétique. Donc, beaucoup d'innovations comme des jumeaux numériques qui aident à optimiser le fonctionnement d'une acierie, y compris au niveau énergétique, c'est du numérique derrière. Donc beaucoup des avancées qui vont aider à optimiser la consommation énergétique, elles viennent aussi du numérique. Et je pense qu'à travers le temps, il faudra trouver des moyens de façon à pouvoir faire fonctionner des centres de calcul en étant moins énergivores, avec des puces qui sont plus développées. Donc je pense qu'il y a des avancées de ce côté-là qui vont aussi permettre de réduire. Mais on voit cette consommation énergivore. Mais on voit bien les risques que ça présente, puisque quand on voit des sociétés comme Microsoft qui commencent à investir dans l'énergie nucléaire pour s'assurer qu'ils auront de l'énergie pour leur centre de calcul dans le futur, on a une idée du côté énergivore de ce centre de calcul. Alors, dernier point,
on a évoqué un peu la question des compétences, en particulier à propos de l'Inde, des ingénieurs, etc. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est aussi une nouvelle. Il y a constamment en fait de nouvelles catégories de compétences que l'on demande. Est-ce que l'intelligence artificielle a modifié la manière dont se présente cette question des compétences? Alors, avec l'IA générative, on va générer de la productivité, notamment sur le développement logiciel, le testing, etc. Donc, mais on génère de la productivité dans ces domaines depuis plus de 20 ans. Donc l'intelligence artificielle amène une couche supplémentaire de productivité. Je pense que la pénurie de talents au niveau numérique va continuer. Puisqu'en fait, si on accepte que c'est une révolution et qu'en fait on va avoir de plus en plus de travailleurs numériques, c'est une transition en termes de workforce qui va prendre 10-20 ans. Et on sera toujours, on manquera toujours de travailleurs numériques. La preuve, pour une société comme Capgemini, nous avons 340 000 employés. On a un taux d'attrition moyen, donc des gens qui partent, entre 15 et 20%. On embauche entre 50 000, et sur des périodes d'accélération comme 21-22, on a embauché 140 000, jusqu'à 140 000 personnes dans l'année. C'est des gens qu'on embauche, qu'on forme et qui repartent ailleurs. Ensuite, y compris dans les entreprises, dans les États, ou dans des petites sociétés, dans des startups. Donc on voit bien cet appétit qui continue à être très important, mais toute source de productivité sera la bienvenue pour aider à adresser un peu une partie de cette pénurie. Merci. Alors on va s'arrêter et si vous permettez, je ferai une remarque de mathématicien que je suis resté dans l'âme, qui est une remarque. On n'a pas le temps, mais on pourrait peut-être que c'est pour des discussions futures. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec l'intelligence artificielle, telle que je la comprends, ou plutôt telle que je ne la comprends pas, c'est que ça marche et on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé encore des principes fondamentaux, comme on trouve des principes fondamentaux en physique, par exemple, qui expliquent pourquoi les algorithmes de l'intelligence artificielle, les imitations plus ou moins vagues du cerveau, etc., pourquoi ça fonctionne. C'est un miracle. Alors, comme on ne va pas résoudre les miracles ce soir, je vous propose de conclure en disant il y a encore des miracles. Certains seront peut-être expliqués dans la suite, certains ne le seront sans doute pas, ce qui fait aussi le charme de l'existence humaine. Voilà, merci Eman. Merci beaucoup. Voilà.